commence? Honneur aux femmes? Ah bon, okay. Ah, je sais pas, vous avez levé la main. Non, je le présentais en fait. Ah, moi j'ai vu que vous aviez levé la main. D'accord, c'est pas grave, je commence. On vous écoute sur la ville durable. Vous avez 5 minutes. D'accord. Bonjour à tous, je suis Messina Gikoumé, fondatrice et CEO de Messipat International, une compagnie qui œuvre dans tout ce qui est développement durable, la ville durable. Nous sommes basés sur Marseille et en Afrique. En fait, nous privilégions dans tous nos bâtiments l'utilisation de matériaux locaux, justement pour baisser les coûts de la construction et construire des bâtiments verts et à énergie positive. Voilà. Non, mais vous avez 5 minutes. Ah, j'ai 5 minutes. Ah oui, oui. Il n'y a pas de questions, non? Ah non, il n'y a pas de questions. D'accord, ok. C'est du pitch intégral. D'accord, un pitch, d'accord. Donc, oui, c'est chaud. D'accord. Donc, oh non, moi j'ai froid plutôt, hein. Donc, je vous explique donc. En fait, nous sommes basés donc à Marseille, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Togo. Nous travaillons énormément avec les collectivités territoriales dans ces pays parce qu'ils ont besoin vraiment de tout. Ils ont des problèmes de déchets, traitement de déchets, assainissement, habitation qui sont économiques et écologiques. Donc, nous, en tant qu'entreprise marseillaise et puis entreprise aussi africaine, nous essayons de leur apporter tout ça en leur donnant des conseils, en les orientant parce que tout ce qui est développement durable et ville durable n'est pas encore ils sont pas très au fait en Afrique. Donc nous essayons de les informer, de les former et de faire comprendre aussi que ça crée des emplois verts. Donc, excusez-moi, ça empêche aussi toute cette immigration, les migrants qui arrivent et tout. Donc, il faut créer des emplois verts sur place. Voilà. Vous êtes une entreprise à la fois marseillaise oui. et à la fois africaine. Oui, tout à fait. Elle a démarré ici ou elle a démarré en Afrique? Elle a démarré ici en 2008. Ensuite, on est parti, notre première filiale, on l'a ouverte au Cameroun, où le marché est énorme, où il y a énormément de besoins également. Et on a commencé à travailler avec des sociétés françaises là-bas, Total, Bolloré, Orange, par rapport au logement de leurs salariés, qui essayaient d'adapter, qui sont déjà sensibilisés à tout ce qui est ville durable et puis développement durable. Mais Sina, si je comprends bien, vous n'êtes pas dans le concept, vous êtes dans la réalité. C'est-à-dire, c'est pragmatique. Vous avez ouvert une boîte à Marseille sur ce sujet-là. Oui. Ensuite, quelques temps après, vous avez commencé à ouvrir des filiales en Afrique. Oui. Et ces filiales, elles ne sont pas là pour faire du conceptuel, elles sont là pour faire du business. Oui, et vous faites aujourd'hui du business et vous gagnez votre vie. Oui. Vous créez des emplois et vous développez votre activité. Tout à fait, On fait du transfert de technologie aussi parce que nous sommes en train d'ouvrir une usine de production de matériaux biosourcés. Donc, on veut faire des matériaux industriels. Donc, on est en train de faire le même concept sur Marseille. On espère bien pouvoir implanter notre solution au sein d'Euroméditerranée. Mais ça, c'est très important, des matériaux biosourcés. Oui. Pour le public qui est dans cette salle, c'est même fondamental. Voilà. Bon, merci beaucoup. Messieurs, qui prend la suite? Monsieur Hugues Parent. Merci. D'abord, je voudrais vous adresser vraiment... pas de félicitations, parce que c'est pas mon rôle. Tu peux y aller. Non, mais c'est absolument génial que la société civile économique se réveille sur cette question, comme elle s'était réveillée sur la métropole. Le problème, c'est qu'ensuite, il faudrait que l'initiative politique prenne le relais. Et pour l'instant, je pense que vous êtes très en avance. Mais quand je dis vous, je voudrais dire nous, puisqu'on a commencé à travailler, d'ailleurs on se connaît tous, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années. La problématique qui est celle du sujet qu'on traite aujourd'hui, la ville durable, elle est la suivante. Aujourd'hui, l'Afrique, comme on l'a dit tout à l'heure, fait 1,2 milliard, c'est-à-dire à peu près la taille du continent, enfin de la Chine, et que si la colonisation n'était pas passée par là, ce continent serait effectivement aussi important démographiquement que la Chine. Deuxièmement, sa croissance actuelle est celle de la Chine, c'est-à-dire 7%, ce qui veut dire doublement du PIB par pays, ou en tout cas au niveau africain, doublement tous les 10 ans. C'est exactement la croissance qui a été celle de la Chine pendant les 20 dernières années, ou même les 30 dernières années, et qui a amené la Chine à ce qu'elle est aujourd'hui. La grosse différence, c'est que la Chine a arrêté sa croissance démographique
par sa politique de l'enfant unique, alors que l'Afrique ne l'a absolument pas pour l'instant ni arrêté, on peut même dire ni maîtrisé. C'est important pour ce qui va suivre. Parce que si elle n'est pas maîtrisée aujourd'hui, ça veut dire que les chiffres que vous donnez, qui sont tout à fait exacts, de 2 milliards et quelques en 2050, font du continent africain le premier continent en termes de démographique dans le monde entier. Et pourquoi cette croissance démographique va être à la fois une chance et sans doute une véritable problématique? C'est tout simplement parce que la population jeune est considérable et que ces jeunes sont évidemment en situation d'être employés d'une manière ou d'une autre. Et s'ils ne le sont pas, ça organise à la fois certains chaos démographiques, puisqu'il va bien falloir que ces jeunes trouvent des activités, et en même temps une menace très forte sur le continent qui est le plus proche de l'Afrique, c'est-à-dire l'Europe. Donc il y a un enjeu fantastique pour l'Europe, la France bien sûr, mais d'autres, à essayer de faire en sorte que la valeur demeure en Afrique et qu'elle se fasse dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est déroulé pendant le dernier siècle. Il y a un dernier point qui est très important, qui n'a pas été souligné, c'est que cette croissance démographique qui va faire du continent africain le continent le plus peuplé au monde va s'organiser autour des métropoles. Et que là, le sujet est à la fois, je le répète, à la fois une chance, mais une très forte inquiétude. C'est-à-dire que quand Lagos fera la population de la France en 2055, puisqu'elle atteindra 50 millions en 2050, quand Dakar, Abidjan, toutes les villes côtières notamment, feront des scores qui sont 2 à 3 fois plus importants que les villes que nous connaissons aujourd'hui, cette croissance démographique des métropoles, parce qu'elle se fera à partir des métropoles, donc on a à la fois un mouvement de croissance globale de l'Afrique, mais en même temps une convergence vers des métropoles, et notamment les métropoles côtières. Elle se fait par le double effet d'une démographie qui pour l'instant n'est pas totalement maîtrisée, aucun gouvernement d'ailleurs ne s'est attaché à la maîtriser vraiment, ce qui pose le problème de la maîtrise, mais aussi parce que le réchauffement climatique fait évoluer l'organisation de la population à l'intérieur de l'Afrique et pousse vers les villes côtières des personnes qui sont aujourd'hui habituées à des modes de vie, qui sont dans des processus qui sont souvent de la culture vivrière, donc des processus à la limite d'une survie, dans le Sahel notamment. Mais la survie aux franges des métropoles, ce sera une survie beaucoup plus difficile à vivre que la survie dans des milieux qui sont aujourd'hui des milieux traditionnels. Donc vous voyez les perturbations et le chaos urbain qui peut naître de toute cette évolution à échéance très brève, puisque c'est une affaire de 20 à 30 ans. Alors comment réagir face à ça? D'abord, il y a les initiatives que vous avez prises, et je pense qu'il faut absolument les poursuivre dans un objectif double. Le premier, c'est de faire en sorte qu'il y ait des véritables accords qui existent, et Africa Link s'y attache en permanence, mais je sais que votre club aussi, des véritables accords avec des acteurs africains et avec le sentiment qu'il ne s'agit pas de rapatrier la valeur en France, mais faire en sorte qu'il y ait un co-développement. C'était le sens du discours de Ouagadougou du président Macron. Donc ne jamais oublier que l'objectif politique, en tout cas, pas forcément individuel des gens qui pratiquent le business, mais politique, ça consiste clairement à faire rester la valeur le plus possible en Afrique, voire même à la développer. Et ça, vous pouvez y aider. Et puis la deuxième dimension qu'il faut garder en tête, c'est que cette organisation d'un développement ne peut se faire que si toute la chaîne de l'aménagement et du développement des villes se met en place. Or, il y a une grande carence en ce moment, à la fois dans l'export français d'ailleurs, qui a inventé l'aménagement structuré par l'État à partir du moment où la Défense a été créée à Paris. Donc on a créé des structures d'aménagement, on est des spécialistes en Europe, il y a très très peu d'organismes qui dépendent à ce point-là de la puissance publique et qui sont capables d'être des interfaces entre les décideurs politiques africains et les acteurs de l'immobilier. Donc la France ne l'exporte pas et les Africains pour l'instant connaissent très mal cette dimension aménageuse. Parce que pour tous ceux qui travaillent, notamment sur Euromed, vous savez l'avantage que représente le fait d'avoir un organisateur, d'avoir un coordinateur, de faire en sorte que tous les éléments de la création d'une ville se posent, de faire en sorte qu'on ne fasse pas des bâtiments sans les écoles, qu'on ne fasse pas les écoles sans les voiries, qu'on ne fasse pas les voiries sans les espaces publics, qu'on réfléchisse à la renaturation, qu'on tienne compte de l'extraordinaire potentiel de l'Afrique en matière de technologie. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est le continent le mieux doté au monde de terminaux, ce qui veut dire que comme on embarque de plus en plus de technologies dans l'immobilier, c'est évidemment essentiel. Donc nous avons pensé que Euromed pouvait apporter une pierre qui est complémentaire à la vôtre, qui est complémentaire aux initiatives qui sont prises et que le ministre a expliquées, mais qui pour l'instant est mal valorisée.
Donc il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une chaîne qui se crée, et c'est la raison pour laquelle Euromed s'est lancé dans, premièrement, d'abord une approche du continent africain à travers 2 événements. Le premier, Emerging Valley, qu'on soutient fortement, comme vous le savez, y compris financièrement, avec une logique qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'organisateur d'Emerging Valley. Nous, notre sentiment, c'est qu'il faut absolument que les Africains qui sont dans les start-up comprennent que la valeur, certes, ils peuvent la dégager en Europe sur des solutions qu'ils peuvent apporter parce qu'ils sont souvent précurseurs en matière de technologie, mais au fond, c'est en Afrique qu'ils vont avoir la valeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils embarquent leur technologie dans les usages de la ville, comme nous le faisons déjà sur Euromed. Et puis la deuxième initiative que nous avons prise, c'est de créer un concours destiné aux start-up africaines, aux start-upers africaines, qui est Made Innovant Africa et qui aujourd'hui a un grand succès. Nous allons poursuivre par le fait que nous allons exporter notre savoir-faire en matière d'aménagement nous avons donc créé une structure avec une association qui travaille dans la Seine-Saint-Denis, notamment à la préparation de l'arrivée des Jeux Olympiques, et qui s'appelle Rêve de Seine Urbaine, qui est au fond une alliance entre un certain nombre de très grosses entreprises françaises qui se sont mis d'accord pour produire des solutions à l'institution politique de décider si oui ou non ils les prennent. Mais enfin, c'est vraiment, ça part de la base, ça part de la capacité d'initiative des entreprises à produire des solutions, et ensuite, le choix est fait par le politique. Nous sommes alliés à cette structure pour créer l'initiative pour la ville durable africaine. Et là, nous commençons, un peu bloqués par le Covid, mais nous commençons à exporter ce savoir-faire avec une idée de base, qui est la deuxième, je crois qu'il faut retenir, y compris pour le Club de l'immobilier et pour tous ceux qui participent à cette initiative. Il n'y a pas une Afrique. À partir du moment où on s'intéresse vraiment à l'Afrique, je la connais un peu parce que j'y ai été élevé, il y a des Afriques, comme il y a des Europes, comme il y a des Asies. Et la tentation que nous avons très souvent de voir l'Afrique coupée en deux entre anglophones et francophones est totalement fallacieuse. L'Afrique francophone est aussi diverse que l'Afrique anglophone, et il n'y a aucune raison de ne pas travailler dans l'un et dans l'autre avec ce sentiment qu'il y a une diversité. Hugues, si je comprends bien, en fait, si la France ne sait pas bien exporter le savoir-faire sur la ville durable, sur l'aménagement du territoire, on peut dire que Euromed sait le faire, par contre. En conclusion, c'est pas pour te relancer. On a saisi l'occasion effectivement du sommet sur la ville durable pour se dire Euromed a une carte à jouer. Toujours sur cette idée qu'on a su adapter un modèle français totalement homogène qui a fait des villes ce qu'elles sont, c'est-à-dire notamment les villes nouvelles, en se disant on va faire un modèle méditerranéen. Et on a totalement adapté le modèle apparemment homogène à la Méditerranée. On est capable de l'adapter à chacun des environnements africains, qu'ils soient au nord, au sud, anglophones ou francophones. C'est notre force. Après, derrière, il faut des Est-ce que l'actionnariat d'Euromed est ouvert ? Ouvert à qui ? Financièrement à des investisseurs lambda, tu vois, comme nous, par exemple. Non, parce que je pense que tu vas faire beaucoup de fric. Et que tu vas faire beaucoup de business. Pardon, et je te coupe le micro. Et je te coupe le micro. Merci Hugues. Merci. Renaud, c'est à toi. Hugues, t'as tout bouffé. Il te reste 2 minutes 08. Exactement. Sur les fauteuils, je lui ai dit à Hugues, tu vas parler de quoi ? Il me dit, je vais être assez général. J'ai dit, je dirai ce que tu n'auras pas dit. Là, je suis bien ennuyé maintenant. Ben voilà, merci Renaud, merci. Non, donc moi, j'interviens au nom de ma société, MAP, qui fait de l'architecture, de l'aménagement et du paysage, mais aussi au nom d'une société qu'on a créée il y a quelques années avec un groupe de Marseillais, qu'on a intelligemment appelé les MIA, donc les Marseillais de l'immobilier en Afrique. Notre idée, c'était de mettre en commun notre savoir-faire et nos expertises ici pour aller prospecter et imaginer de travailler, de trouver des solutions de business en Afrique. Quand je dis business, on le dit sans aucun état d'âme, et on s'inscrit dans le mouvement d'Africa Link, duquel nous sommes partenaires. L'idée, c'est vraiment d'aller là-bas avec un positionnement de coopération, mais de coopération intelligente, où chacun va trouver le moyen de créer des opérations, et dans une idée de partenariat avec des sociétés africaines. Et ça a déjà été dit, mais ça va être dit tout au long de la matinée, il y a énormément de pépites
en Afrique, et pas seulement que dans la tech. Il y en a partout. Et dans le développement durable, on a rencontré des entreprises fabuleuses qui sont largement au niveau, voire en avance sur des entreprises européennes. Donc l'état d'esprit, c'est celui-là. Et juste, je vais faire un petit focus sur la ville durable parce que c'est quand même le sujet. En tant qu'urbaniste, on est frappé quand on arrive en Afrique, et là je rejoins le propos d'Hugues, l'Afrique est multiple. Il n'y a évidemment pas qu'une Afrique, et les villes africaines sont déjà tentaculaires et elles vont le devenir de plus en plus. Je regardais Marseille, à peu près 20e ville d'Europe, 800 000 habitants. La 20e ville d'Afrique, elle doit avoir déjà presque 4 millions d'habitants aujourd'hui. Donc on est dans des proportions colossales. Lagos, c'est un monstre urbain dont on ne sait plus circuler à l'intérieur, on ne sait quasiment plus y respirer. Et il y a un vrai sujet sur la ville durable africaine dont les préoccupations sont vraiment éloignées de ce on considère comme la ville durable en Europe. Par exemple, il y a des urgences sanitaires en termes d'eau, d'assainissement, en termes même d'énergie, puisque pour ceux qui pratiquent un peu l'Afrique, il est assez fréquent de se retrouver à certaines heures avec des pannes d'électricité et le groupe électrogène qui se déclenche. La question des déchets est une question vraiment cruciale, celle des déplacements aussi. Même si l'Afrique aujourd'hui a des modèles avec les taxis-brousses, avec une organisation des transports en commun qui est assez exemplaire, on est sur des problématiques qui ne sont pas du tout celles qu'on connaît en Europe, où on voit notre ville durable, dont Euroméditerranée peut être un des porte-drapeaux. Notre ville durable, elle est assez éloignée de ce qu'on doit faire aujourd'hui en Afrique. Et nos préoccupations, c'est plus d'avoir un regard pragmatique sur ce qui se passe en Afrique, plutôt que d'essayer d'y plaquer des solutions qu'on est en train de trouver ici. Mais ce que nous voyons, c'est que le temps du rattrapage et la capacité de rattrapage des villes africaines est fabuleux. Et en y allant 1 à 2 fois par an, on voit des progressions dans tous les domaines qui sont extrêmement encourageants et qui nous poussent à penser que dans quelques années, le modèle de la ville il sera plutôt africain vers l'Europe que l'inverse. Merci.